voilà, donc je me questionne pas mal sur la vie, sur l'être humain, sur les choix des hommes, sur cette faculté de faire des choix. Et donc j'en arrive à des conclusions, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous, ou du moins partager le raisonnement qui mène à certaines conclusions. Et conclusions qui peuvent être très troublantes. Donc voilà, je vais essayer de vous dérouler ce raisonnement-là. Je tiens à préciser que c'est des idées que j'ai actuellement, auxquelles je crois réellement. Mais c'est pas pour autant que je penserai comme ça dans le futur. D'ailleurs, je ne pensais pas comme ça dans le passé. Donc je partage mon raisonnement à un instant T. C'est des pensées qui sont sujettes à changer. Et voilà, donc je tenais juste à faire cette remarque-là. Donc pour commencer, je pense qu'il faudrait qu'on se questionne sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance aujourd'hui. Et moi, à ce sujet, je pense qu'aujourd'hui, on acquiert principalement de la connaissance par la méthode scientifique basée sur l'observation, donc basée sur nos sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des mesures. Bon, déjà, on observe le monde, on observe des phénomènes, et aussi on peut faire des mesures ou faire des observations plus précises en utilisant des outils, des capteurs, des microscopes, plein de choses. Et donc on voit des phénomènes, et en science, on crée des modèles, et jusqu'à créer un paradigme dans lequel on essaye d'expliquer tous les phénomènes. Et en fait, le meilleur modèle, ça va être celui qui explique le mieux les phénomènes qu'on observe, tout en restant le plus simple possible. Donc ça, c'est un principe d'économie qui s'appelle le rasoir d'Occam, qui est qu'on va toujours favoriser l'explication la plus simple. Et par là, on entend l'explication qui prend en compte le moins de variables au départ, ou qui prend en compte le moins de présuppositions de départ. C'est l'idée que si on peut se débarrasser des multiples, c'est mieux. Donc, les meilleurs modèles sont ceux qui expliquent le mieux tous les phénomènes qu'on observe, tout en restant le plus simple possible. Et c'est ça qui donne l'harmonie d'un système. C'est ça qui fait qu'un modèle va être plus harmonieux et va être plus beau qu'un autre. Et on favorise ces systèmes, ces modèles qui sont plus beaux. Et à ce sujet, moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrypter un peu les comportements des gens. Pourquoi certaines personnes agissent de telle manière, d'autres d'une autre manière. Et à ce sujet, je pense que aujourd'hui, la communauté scientifique est en accord pour dire que l'homme est 100% matériel. Ce que j'entends par là, c'est que l'homme n'est constitué que d'atomes. Donc nous sommes juste un gros tas d'atomes, mais qui est particulièrement bien agencé. Les atomes s'agencent en molécules, les molécules s'agencent en compartiments et en cellules qui forment notre corps humain. Les cellules s'assemblent en tissus, ces tissus forment des organes, les organes ensemble forment des systèmes, et ces systèmes forment un organisme. Nous, par exemple, l'être humain, on est un organisme à, je me souviens plus, 11 ou 12 systèmes, système immunitaire, digestif, cardiovasculaire, respiratoire, urinaire, tout ça. Donc en fait, on est juste de la matière particulièrement bien agencée. Et donc, par exemple, là, toutes les actions que je fais, c'est-à-dire, je suis en train de parler, donc je bouge mes lèvres, je suis en train de bouger mes mains aussi mécaniquement. Et ça, c'est quoi? Ça provient de contractions musculaires qui provient d'un influx nerveux qui a en quelque sorte donné l'ordre à mes muscles de se contracter d'une certaine manière pour produire ces mouvements. Donc, je suis un corps 100% matériel. Je suis placé dans un environnement. Je reçois de cet environnement tout plein de stimuli que je capte par mes sens. J'entends des choses, je vois des choses, je perçois plein de choses. Donc j'intègre des stimuli. Et quand ces stimuli me proviennent dans mon corps, il se passe toute une cascade de réactions qui aboutissent in fine à des actes. Mes sens captent des stimuli
qui produisent des influx nerveux. Les influx nerveux, c'est juste un signal électrique qui se propage le long de cellules particulières qui sont des neurones. En fait, il y a des canaux à la surface des neurones qui vont s'ouvrir ou se fermer en réponse à des causes, et ça va laisser passer des ions, donc des charges électriques, et donc ça va propager un signal électrique, un signal nerveux, et ça va aboutir à une contraction de certains muscles, et ça va aboutir à des actions. Donc en fait, tout s'explique mécaniquement. Nos actions sont le résultat de l'intégration de stimuli qui proviennent de l'extérieur, qui proviennent aussi de notre configuration actuelle neuronale, donc qui proviennent aussi de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et l'intégration de ces stimuli se propage dans mon corps suivant des lois de la physique, des lois mécaniques, et des actions en découlent. Voilà, donc en fait, on est capable d'expliquer tous les comportements humains simplement en nous considérant 100% matériels. Et du coup, toute théorie qui viserait à expliquer ces comportements en ajoutant une part immatérielle, que ce soit une divinité, que ce soit une âme immatérielle, que ce soit une force mystique, je ne sais quoi, en fait, ce serait rajouter une variable dans le système, ce serait rajouter une présupposition qui n'est pas nécessaire pour expliquer nos comportements. Donc qui n'est pas nécessaire pour confirmer nos observations. Et en ce sens-là, ce serait rendre le système, ce serait rendre le modèle moins harmonieux que de rajouter cette partie immatérielle. Donc si je fais toute cette introduction un peu longue, c'est juste pour qu'on puisse essayer de se mettre d'accord pour partir du postulat de départ que le corps humain est 100% matériel. Donc une fois qu'on en est là, on va pouvoir commencer à dérouler un raisonnement. Alors, j'ai pas de script, hein, mais j'ai juste quelques infos, parce qu'il faut pas que j'oublie de dire des trucs. Pour ceux qui seraient pas d'accord que le corps est 100% matériel, en argumentant qu'on ressent tout plein d'émotions qui sont difficilement explicables matériellement, ça j'en ferai une autre vidéo où j'essaierai d'expliquer avec un peu tout plein d'émotions qu'on peut ressentir, en quoi c'est pas du tout incompatible avec un système dans lequel on est 100% matériel. Mais donc là, pour cette vidéo-là, pour cette pensée-là, on va partir du postulat qu'on est 100% matériel et que ça explique, que c'est suffisant pour expliquer nos actes. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on est 100% déterminé? En fait, ça, j'en ai fait une vidéo avant, justement, et où en fait j'explique que c'est compliqué, les physiciens ne sont pas d'accord là-dessus. On pourrait être 100% déterminé, et dans ce cas-là, je considère que ça ne laisserait aucune place à la liberté de choix, parce que si on réagit toujours de la même manière avec les mêmes inputs, c'est quoi le choix finalement? Donc si on se place dans un monde totalement matériel, toutes nos actions sont les conséquences de causes qui sont en théorie prédictibles, et dans ce cas-là je vois pas en quoi on aurait faculté de choix. Mais en fait, même si on se place dans un monde qui est indéterminé, parce qu'il y aurait des aspects très étranges de la physique quantique qui se produit donc à l'échelle subatomique, et qui fait qu'à certains moments, peut-être qu'une décision qui était censée être déterminée se passe différemment par chaos, par hasard. Comme nous n'avons pas la main sur ce hasard, pour moi ça ne nous rend pas plus libres. En gros, deux scénarios. Soit le monde est entièrement déterminé, et dans ce cas-là, je pense que nous ne sommes pas libres de faire des propres choix. Soit le monde est en partie déterminé, mais il y a aussi une part de hasard. Mais comme nous n'avons pas la main sur ce hasard, même si à certains moments on agit de manière probabiliste ou de manière chaotique, nous n'avons pas la main, nous ne contrôlons pas ce hasard, ça ne nous donne pas plus de liberté, un système dans lequel on agirait en partie de manière chaotique. Donc là, depuis tout à l'heure, j'essaie de commencer à argumenter le fait qu'on n'aurait pas de faculté de choix. Mais je pense qu'il faudrait qu'on définisse ce que c'est le choix. Donc, j'ai regardé la définition de choisir, j'ai regardé sur un dictionnaire en ligne, j'ai pris le Robert, mais un peu aléatoirement, hein, j'ai pas choisi ce qui m'arrangeait. Le Robert dit choisir, la première définition c'était
effectuer un choix ou un truc comme ça. Bon, ça nous avance pas plus. Et il y avait une deuxième définition, c'est se décider entre deux ou plusieurs parties ou plusieurs solutions. Ok, intéressant. Moi, ce que je comprends de cette définition, et c'est aussi une définition que je donnerais un peu instinctivement, qui est que choisir, ce serait considérer deux futurs ou plusieurs futurs possibles dans lesquels on fait des choses différentes. On considère plusieurs futurs dans lesquels on agit différemment et on décide dans lequel de ces futurs on se retrouve. Donc ce serait trancher entre plusieurs futurs possibles. Et en fait, comme je viens de l'expliquer auparavant, on est 100% matériel et on réagit mécaniquement à des causes, à des stimuli qui nous proviennent de l'environnement. Donc en fait, à aucun moment, on est capable de trancher entre plusieurs futurs possibles. Ça, pour moi, c'est... en fait, le choix, c'est un peu de la magie, pour moi. Ce serait genre choisir le futur indépendamment des causes antérieures. Ce serait en fait s'extraire de la causalité. Ce serait prétendre avoir la capacité d'être un agent causant dans le monde sans avoir de causes qui nous ont nous-mêmes déterminés. C'est-à-dire, ce serait l'idée qu'on est capable de s'extraire des lois de la causalité et de créer quelque chose à partir de rien. Non, ça marche pas comme ça. On réagit mécaniquement. On agit passivement de manière mécanique. On n'est pas capable de s'extraire des causes antérieures et de créer une nouvelle action à partir de rien. C'est toujours explicable par des causes antérieures. Donc, cette faculté de choix, pour moi, c'est une illusion. C'est de la magie. En fait, quand on va voir un spectacle de magie et que le magicien il fait sortir un lapin de son chapeau, pour nous, ça nous semble être de la magie dans la mesure où on ne connaît pas le truc. Dans la mesure... Enfin, la magie est une illusion dans la mesure où on n'est pas au courant des causes qui font que ce lapin apparaît. On n'est pas au courant du double fond qu'il y a dans le chapeau. Ou on n'est pas au courant qu'il a changé de chapeau sans qu'on remarque. Bon, je sais pas comment le lapin apparaît en réalité, mais justement, j'ai cette illusion que le lapin apparaît, mais le lapin n'apparaît pas. Le lapin était bien quelque part. Donc cette faculté de choix, c'est parce qu'il nous manque des informations. Il nous manque les informations qui seraient capables d'expliquer pourquoi on a agi d'une manière. Mais comme il nous manque ces informations, on a l'impression qu'on aurait pu agir différemment. Et du coup, c'est ce manque d'informations, c'est cette impression qu'on a de pouvoir agir différemment qui nous donne l'illusion d'une liberté de choix, d'une faculté de choix. Mais pour moi, encore une fois, cette faculté de choix est illusoire. Elle n'existe pas. C'est de la magie. On est parti de la prémisse qu'on était 100% matériel, du coup qu'on réagissait mécaniquement suivant les lois de la physique à des inputs, et on en arrive au fait qu'on n'a pas de faculté de choix. Et maintenant je vais aller un cran plus loin, et pour moi, le fait qu'on n'ait pas de faculté de choix, ça mène nécessairement au fait que nous n'avons pas de responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de nos actes. Voilà, la notion de responsabilité, ça disparaît d'un coup. Parce que pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, pour qu'il y ait responsabilité envers un acte, il faut d'abord qu'il y ait possibilité de choix, d'avoir fait autrement ou pas. Je prends un exemple. Vous êtes à un festival. Vous notez toutes vos dépenses sur un carnet ou sur les notes de votre téléphone pour savoir à la fin du festival combien vous avez dépensé. À chaque fois vous reprenez des bières et tout, du coup vous perdez quand même pas mal d'argent. À la fin, le lendemain, vous regardez votre note et vous tapez à la calculette toutes vos dépenses. Et là vous pressez entrée et la calculette vous montre un chiffre ahurissant. Et là la question c'est, est-ce que vous en voulez à la calculette? Qui en voudrait à la calculette? Vous en voulez à vous-même. Vous avez dépensé beaucoup trop d'argent. La calculette, ce qu'elle a fait, c'est que vous avez donné des inputs, vous avez appuyé sur des touches, vous avez fait vos calculs, vous appuyez sur entrée, et la calculette mécaniquement, elle a suivi son programme,
elle a donné un chiffre, elle y est pour rien, la calculette. La calculette, elle n'a pas de faculté de choix. La calculette, elle suit la manière dont elle est programmée et elle affiche un numéro. Donc, pourquoi en vouloir à la calculette? En fait, vous en voulez à vous-même parce qu'en général, on considère qu'on a une faculté de choix. On a cette illusion d'avoir cette faculté de choix. On ne se pose pas la question au quotidien. Du coup, on en veut à nous-mêmes et pas à la calculette parce que c'est nous qui avons cette croyance que nous aurions pu dépenser différemment, dépenser moins. Du coup, on s'en veut à nous-mêmes. Et ça viendra à l'idée de personne d'en vouloir la calculette qui affiche le chiffre. Mais du coup, ceci étant dit, il faudrait pas non plus en vouloir à nous-mêmes, dans la mesure où en fait nous-mêmes on est un peu comme cette calculatrice, on réagit mécaniquement à des inputs, à des stimuli. Maintenant, il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, on n'est pas en tout point comme la calculatrice, dans la mesure où nous on a une couche supplémentaire de complexité, dans la mesure où en plus on a cette illusion d'avoir cette faculté de choix. La calculatrice ne l'a sûrement pas. Et encore, certains argumenteraient qu'elle l'aurait. Il y a certaines écoles de philosophie, de panpsychisme ou ce genre de choses qui argumenteraient des thèses comme quoi même les particules élémentaires ont une part de conscience. Et bon, pour moi c'est n'importe quoi, mais c'est pas la question. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, au fil de l'histoire, on a toujours compris au fur et à mesure, à un moment ou à un autre, que les gens étaient moins responsables que ce qu'on voudrait qu'ils le soient. Par exemple, avant, quand il y avait des tempêtes, au Moyen-Âge, on pensait qu'il y avait des sorcières qui causaient ces tempêtes. Et du coup, on mettait des gens au bûcher, on brûlait vifs des gens, parce qu'on pensait qu'ils étaient responsables de ce genre de phénomène. Aujourd'hui, on a compris que c'est juste des conditions météorologiques, c'est des conditions de pression, des conditions atmosphériques, et personne, aucun humain n'y est pour rien. Personne n'est responsable directement de ces phénomènes. Donc maintenant on a fait un progrès, on a compris qu'il n'y avait pas de sorcières qui étaient responsables de ces événements-là, et du coup on arrête de brûler des gens pour ça, quoi. Autre exemple, plus récemment, les personnes schizophrènes ont blâmé leur mère parce qu'on disait que si les gens étaient schizophrènes, c'est parce que les mères les avaient mal élevés. Aujourd'hui on a compris que pas du tout, c'est un problème neurologique, la mère n'y est pour rien. Et du coup maintenant on a fait un autre progrès, on ne blâme plus les mamans des schizophrènes. On a compris que c'était pas de leur faute. Et on continue de faire des progrès à chaque fois. Aujourd'hui, les addictions, on est au courant que c'est pathologique. C'est pas un manque de volonté des gens, non. L'addiction, c'est un phénomène fort et c'est pathologique. On ne peut pas s'empêcher de reprendre une clope ou une dose de je ne sais quelle drogue. Les addictions, c'est pathologique. Donc on continue de faire des progrès. On continue de comprendre que les gens sont moins responsables que la responsabilité qu'on voudrait leur accorder. Et si on pousse ce raisonnement à bout, en fait, éventuellement, on finira par comprendre que personne n'est responsable de rien. Les troubles du comportement alimentaire, tout ça, c'est pareil. C'est des réseaux de neurones qui se fortifient et qui font que tu n'es pas capable de changer certaines attitudes. Et en fait, on finira par comprendre ça pour les comportements violents, pour toutes sortes de comportements en fait. Et éventuellement, peut-être qu'on jugera plus personne. Donc voilà, moi ce que ça m'a appris, cette façon de penser, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun jugement envers autrui. Je comprends, du moins j'espère comprendre que les gens agissent de manière mécanique. Et du coup, je ne juge plus personne. Pourquoi est-ce que je jugerais quelqu'un qui aurait des troubles du comportement alimentaire? Pourquoi est-ce que je jugerais des gens qui seraient dans l'addiction? Non. Les gens ils font de leur mieux, mais ils ne peuvent pas s'extraire de la causalité. Un jour, je marchais avec une amie, et là on passe sous un pont avec plein de SDF, et cette amie me dit « Mais pourquoi est-ce que ces gens-là ne font rien? Pourquoi est-ce qu'ils font rien ?» Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous ne pouvons pas
se demander et juger les comportements d'autrui alors qu'on n'a pas du tout vécu les mêmes choses. Nous, en tant que privilégiés, moi je suis né dans une famille qui m'aime, dans un pays riche, dans un pays libre. J'ai eu accès à une éducation, j'ai jamais eu besoin de rien, j'ai toujours été nourri à ma faim. Je veux dire, qui suis-je pour juger les actions de quiconque? Qui suis-je pour juger les actions de quiconque? Donc voilà, moi j'ai totalement éradiqué... pour moi, la notion de responsabilité n'existe pas. Et donc, par conséquent, j'éradique les jugements que je peux porter envers autrui. C'est une nécessité de la théorie. Alors du coup, ça peut poser un problème. En apparence, ça peut poser un problème qui est que si personne n'est responsable, les gens qui font de leur mieux dans les addictions, tout ça, ne sont pas responsables, mais les criminels ne sont pas responsables non plus. Donc c'est difficile de se placer dans un système où il faudrait expliquer aux victimes de ne pas en vouloir à leurs agresseurs. Ça c'est complexe. C'est une conséquence du modèle, certes. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas punir des agresseurs, des violeurs, des pédophiles, des criminels? Bien sûr que si. Je pense qu'il faut punir, mais il ne faut pas punir pour punir, il faut punir en prévention. C'est-à-dire que, bien sûr que des mesures doivent être prises pour que ces gens-là soient incarcérés, soient pris en charge, je ne sais pas. Des mesures doivent être prises parce qu'il faut protéger le reste de la société. Il ne faut pas que ces actes se reproduisent. Mais il ne faut pas punir juste pour punir, dans la mesure où ce serait comme en vouloir à un nuage qu'il pleuve. Quand on sort dehors et qu'il pleut, est-ce qu'on en veut au nuage? Le nuage, il est pour rien. Le nuage, il réagit mécaniquement. Il réagit mécaniquement. Nous sommes matériels tout comme le nuage, nous réagissons mécaniquement. Il n'y a pas vraiment de différence fondamentale. Voilà, donc moi j'ai arrêté de juger quiconque. Maintenant, une dernière chose que je veux dire, c'est que, évidemment, dans la vie de tous les jours, je suis pas toujours en train de réfléchir à ça. Et du coup, je me complais un peu dans cette société qui est basée sur la responsabilité. Peut-être que je vais peut-être juger quelqu'un rapidement à un moment, et après je vais prendre du recul et je vais me dire ah non, personne n'est responsable de ses actes. Mais le modèle est tellement, la société est tellement construite sur cette notion de mérite. Le mérite n'existe pas non plus, c'est-à-dire que personne n'est responsable de ses actes, que ce soit des actes bien ou des actes mauvais. Donc un pédophile a autant de mérite qu'un prix Nobel. Zéro. Le mérite n'existe pas, personne n'a de mérite en fait. On est juste tous des fragments d'univers. L'univers est en mouvement. Et nous sommes la conséquence des lois de la physique. Et du coup, nous sommes l'univers qui suit les lois de la physique, tout simplement. Donc voilà. Mais ouais, j'étais en train de dire qu'au quotidien, quand je me lève le matin et que je choisis ce que je vais manger, j'ai quand même l'impression, moi aussi, de choisir ce que je vais manger. Donc, cette illusion de choix est tellement puissante que même moi, qui suis désormais convaincu qu'elle n'existe pas, je me complais dans cette société qui présuppose que ce choix existe. Et comme tout le monde, je choisis ce que je vais manger, et comme tout le monde, j'ai l'impression de faire des choix. Parce que c'est très dur de s'extraire de cette illusion. Et de toute façon, la société n'est pas faite pour qu'on s'extrait de cette illusion. Et voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec la prémisse qu'on est 100% matériel ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, le raisonnement ne tient plus. Mais si vous êtes d'accord, peut-être qu'à un moment, vous n'êtes plus d'accord. Peut-être essayer de me dire à quel moment du raisonnement vous divergez avec mon avis. Je donne ces informations-là, je partage cette pensée-là. Et à voir ce que vous voulez en faire. Peut-être rien, peut-être suspendre son jugement. Voilà, dites-moi. Et du coup, je vous fais un bisou. Et kiffez la vie, hein.